The Wishing Well, le podcast qui booste ton bien-être et ton niveau d'anglais. Je suis Eugénie et je vais t'accompagner tout au long de cet épisode. Alors, ready? Let's go! Avant de commencer cet épisode, je t'annonce que je vais proposer, en plus de mes cours d'anglais individuels en visio, des cours d'anglais en groupe et en visio, à partir de septembre prochain. Si tu aimes ce podcast, que tu te sens à l'aise avec mon énergie et que tu te dis depuis un demi-siècle à peu près que tu devrais vraiment commencer ou te remettre à l'anglais, alors c'est maintenant que tu dois agir. Envoie-moi un mail sur hello.eugenie avec un y, @gmail.com et dis-moi plus sur tes disponibilités et qui tu es, ton rapport à l'anglais, tes blocages peut-être, tes passions, tes envies. En fonction de ça, je vais composer des groupes de 6 personnes maximum et on se retrouvera en session hebdomadaire pour apprendre sans stress ensemble. Alors, tu sens que ça vibre en toi? Petit mail à hello.eugenie@gmail.com et on en parle. Bonne écoute d'épisode. Hello everybody. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler du mythe de Chiron. Je crois qu'on dit Chiron en français et j'ai même entendu sur un podcast que j'écoutais ce matin sur le sujet qu'on pouvait dire Chiron quand même. En anglais, on dit Chiron. C-H-I-R-O-N. Alors, qu'est-ce que c'est Chiron? Chiron, c'est une entité grecque traditionnelle que l'on appelle aussi communément le guérisseur blessé. The Wounded Healer. C'est une figure mythologique et je vous raconte son histoire. Chiron, il est le fils du titan Cronos et de l'océanide Philyra. Alors, ça commence mal. Comme souvent dans les histoires grecques, vous avez remarqué qu'on avait une fascination pour les histoires grecques quand on était petit. Alors même que ce sont des histoires qui nous parlent absolument très communément de violence, d'adultère, de viol. Et nous, on nous a étudié ça à l'école, l'air de rien. C'est cool. Zeus a enfanté pratiquement tous les héros mythologiques du monde en ayant violenté les femmes avec qui il les a eues. C'est absolument merveilleux, la mythologie grecque. Et puis surtout, on s'y perd avec toutes ces histoires de violence qui engendrent des enfants, qui deviennent des héros, qui deviennent des dieux, qui deviennent des demi-dieux, qui ont des problèmes avec d'autres dieux. Donc, on va essayer de dépatouiller l'histoire de Chiron et vous allez voir ce qu'il en est. C'est en fait très intéressant. Chiron est donc le fils de Cronos et de Philyra, l'océanide. Philyra n'a pas demandé à voir Chiron comme enfant. Il se trouve qu'elle se fait violer par Cronos, qui à l'époque est à la recherche de son nouveau-né Zeus, qui lui est caché justement pour pas qu'il le mange. On se souvient que Cronos, qui est donc l'archétype de Saturne, mange ses enfants à la naissance. Et donc le voilà qui cherche et qui au passage s'ennuie un petit peu un petit peu et puis décide de violer une océanide en prenant la forme d'un étalon. Et donc l'enfant qui naît de cet épisode, c'est c'est Chiron. Chiron, c'est un centaure. Donc la figure du centaure, on le récapitule, c'est une figure mi-homme, le haut du corps, et mi-cheval, le bas du corps. Philyra, non contente de ne pas avoir désiré cet enfant, est répugnée par son apparence et décide donc de l'abandonner. Heureusement, l'enfant est trouvé par le dieu Apollon, qui décide de l'élever et de l'éduquer, joint par les forces de sa sœur Artémis. Alors, la figure du centaure dans la mythologie grecque, les centaures de manière générale sont des êtres extrêmement sauvages. Sauvages, sans foi ni loi, agressifs, violents, débauchés. Mais il se trouve que pour Chiron, c'est un petit peu différent. Chiron apprend avec Apollon
Eh bien, déjà, The Healing Hearts, pardon, je l'ai pas bien dit, elle le redira sans faire le H. The Healing Arts. Sinon, ça ne veut pas dire la même chose. The Healing Arts, l'art de la guérison, les arts de la guérison. He learns music, il apprend la musique, and he learns the art of prophecy, l'art de la prophétie. Ça, il l'apprend avec Apollon. Donc Apollon, on s'en souvient, c'est le dieu de la beauté, de la lumière. Artémis, sa sœur jumelle, c'est une femme vierge sauvage qui vit dans la forêt, qui n'est liée à aucun homme, et elle lui apprend l'art de la chasse, how to hunt, chasser, and archery, l'art du tir à l'arc. Ce centaure, Chiron, devient donc l'opposé direct de ce que sont les centaures, de manière générale. Il devient un centaure savant. Il devient un centaure tellement savant qu'on lui confie des jeunes hommes qu'on lui demande d'éduquer. Donc on lui donne le rôle de mentor, et pas le mentor de n'importe qui, s'il vous plaît. Ce sera le mentor, entre autres, de Persée, de Thésée, de Jason, de Patroclus et peut-être le plus communément connu de Achille. Il est donc là pour leur apprendre la sagesse et pour les éduquer dans les arts de la guerre. On lui attribue la création de la pharmacie, de la médecine et de la chirurgie. D'ailleurs, Chiron, en grec, vient du mot « main », qui correspond à « main », celui qui sait faire avec ses mains. Et l'équivalent du mot « chirurgien » en grec est assez proche du mot « chiron ». Je vous parle de cette figure mythologique et emblématique parce que ça fait quelque temps que je voudrais aborder le sujet avec vous. Chiron, le guérisseur blessé, the wounded healer, c'est l'archétype... c'est un archétype qui nous concerne tous. C'est un archétype qui existe dans nos chartes astrologiques. Alors Chiron, dépendamment de là où il est placé, nous montre où se situe notre blessure profonde. Donc je vais y venir. Déjà, on a vu l'origine de Chiron, et donc on comprend qu'il y a déjà une blessure fondamentale dans cet être-là, dans cet archétype-là. La première blessure de Chiron, elle est émotionnelle, puisqu'il est issu d'un viol, et que techniquement, mi-homme, mi-cheval, c'est également un monstre, parce qu'il est considéré monstrueux par sa mère, pour commencer, chose extrêmement violente, on n'est pas censé être rejeté par sa mère à la naissance, au contraire. Énorme traumatisme, il est également séparé de sa mère puisqu'elle l'abandonne, il est orphelin, et en plus, comme il ne rentre pas dans la case du centaure, violent, agressif, sauvage, c'est un outcast. Il est exclu, il est banni de sa communauté. Par la force des choses, déjà, et puis également parce qu'il ne peut pas être identifié à la nature normalisée commune des centaures, tels qu'ils sont identifiés jusque-là. Donc, première très grosse blessure, très très grosse blessure. Son histoire n'est pas complètement dissimilaire à celle d'Héphaïstos, avec lequel on est peut-être un petit peu plus familier. Le forgeron des dieux, Héphaïstos, qui est décrit d'une laideur extrême, bossu, avec un pied beau, je crois bien d'ailleurs, qui a été rejeté par sa mère, Héra, et qui, pour autant, en tant que forgeron des dieux, crée des objets de toute beauté et d'utilité incroyable. Comme le chariot d'Hélios et les ailes des sandales d'Hermès, entre autres choses. On est donc dans une histoire, et puis c'est également le mari d'Aphrodite, la déesse de l'amour. On est dans une histoire de transcendance. On est dans une histoire de dualité ici. Donc, si on repart vers Chiron, déjà la dualité homme-cheval,
la dualité de l'immense blessure qui amène l'apprentissage et le partage d'outils de guérison. Alors, on n'a pas fini avec son histoire. On va finir son histoire. Vous allez voir que la boucle va d'autant plus se boucler quand on connaît la fin de son histoire. On est dans une dualité sauvage contre sachant. Je mets bien les termes en opposition pour les faire ressortir davantage. On est dans une dualité caractère, nature mortelle avec nature divine, ça on va y revenir. Et puis darkness against light, le sombre contre la lumière. Encore une fois, on va y revenir. Et cette dualité-là, c'est cette dualité qui crée le voyage, qui crée l'aventure, qui crée l'apprentissage, qui transcende notre nature ou notre blessure fondamentale. Alors, on repart vers Chiron. Chiron, voilà ce qui lui arrive. Chiron, c'est un demi-dieu. C'est le demi-frère de Zeus, si on veut bien y penser. Et il se trouve qu'il ne peut pas mourir. Il est immortel, mais il lui arrive une énorme mésaventure sur ce qui sera donc la fin de son existence. Il y a a priori plusieurs versions. Moi, je me suis arrêtée sur celle-ci. Ça me semble être la plus cohérente et celle qui colle le plus à ce vers quoi je voudrais aller. Chiron, un jour, reçoit dans sa grotte, donc encore, il y a une dualité ici aussi. Hein. Chiron, c'est un personnage, une entité qui vit dans une grotte, donc il y a cette idée d'ermite, il y a cette idée d'obscurité, cette idée de rétractation, de contenant, mais également il partage son savoir avec des jeunes hommes qui seront complètement éduqués par lui et deviendront de grands héros et ramèneront dans la lumière ce qui a été appris dans l'obscurité. Chiron, un jour, reçoit Héraclès, donc Hercule, dans sa grotte, et une bouteille de vin est débouchée. Et c'est une bouteille qui contient le vin de Dionysos, et les effluves de ce vin rendent les centaures environnants fous. Grosse baston dans la grotte, Hercule dégaine une flèche, la tire, et malheureusement atteint Chiron à la cuisse. Alors il se trouve que ce n'est pas n'importe quelle flèche, on a dit que Chiron était immortel. Ce n'est pas n'importe quelle flèche, c'est une flèche empoisonnée avec le sang de l'hydre de Lerne. Chiron est donc mortellement touché, mais comme il est immortel, il ne peut pas mourir. Alors qu'est-ce qui se passe ? Il souffre terriblement. Terriblement. Il souffre tant qu'il décide de faire un pacte avec Zeus et de renoncer à son immortalité pour pouvoir mourir et trouver le soulagement. Mais pas à n'importe quel coup. Il fait le pacte avec Zeus et on va y revenir et c'est super intéressant. Il fait le pacte avec Zeus d'échanger son immortalité contre la vie de Prométhéeus. Est-ce qu'on se souvient du mythe de Prométhéeus sur son rocher qui se fait becqueter le foie tous les jours par un aigle? Et chaque nuit, le foie se régénère. Et l'aigle revient chaque matin pour lui becqueter le foie. C'est sa punition. Puni par Zeus pour avoir fait quoi ? Vous vous en souvenez ou pas ? Pour avoir amené le feu aux hommes, pour avoir volé le feu aux dieux et l'avoir amené aux hommes. On s'en souviendra, on va y revenir. Zeus accorde cette grâce à Chiron. Chiron meurt et en hommage à son existence et à tout ce qu'il a apporté, Zeus lui offre une place dans le ciel, dans la constellation. Alors Chiron, c'est le centaure, c'est également l'archétype qui se trouve dans le signe du Sagittaire, qui est représenté par le centaure. Le signe du Sagittaire, alors si vous faites un peu d'astro, vous savez de quoi je suis en train de parler. Si vous n'en faites pas,
vous en avez entendu parler, mais vous êtes un petit peu perdu. C'est le 9e signe de la roue du zodiaque. La roue du zodiaque est divisée en 12 signes qui se partagent les 12 mois de l'année. Et dépendamment de la constellation, le signe du zodiaque dans lequel se trouvait le soleil quand nous sommes nés, nous avons un signe du zodiaque, un signe solaire du zodiaque différent. Moi, je suis née le 11 décembre. Je suis née alors que le soleil était dans le signe du Sagittaire. Je suis donc née Sagittaire. Dépendamment de quand vous êtes nés. Mais même si vous n'y croyez pas, vous savez tous votre signe solaire du zodiaque. Votre ascendant, c'est autre chose. Votre signe lunaire, par exemple, c'est le signe, la constellation dans laquelle se trouvait la Lune au moment de votre naissance. Ces dynamiques-là, elles changent à des rythmes différents. Mais pour le Soleil, on sait comment ça fonctionne. Pendant un mois, chaque année, le Soleil va revenir dans le signe du Sagittaire, par exemple, et ainsi de suite, et traverser les 12 signes du zodiaque. Alors, le signe du Sagittaire a ça de commun, par exemple, avec l'archétype de Chiron, qu'il est représenté par cet espace de savoir, cet espace de connaissance, cet archétype du professeur, du sachant qui enseigne. Il a d'autres attributs, le signe du Sagittaire, et pas que des positifs, mais en tout cas, par rapport à Chiron, on a quelque chose de perméable un peu dans la signification ici. Chiron étant également un centaure. Alors, là, vu ce que je vous ai raconté sur la fin de la vie de Chiron, on se rend compte qu'il y a une deuxième blessure. Alors, on peut le prendre au sens très littéral. La deuxième blessure, c'est la flèche qui crée une blessure telle que même dans l'immortalité, on souffre terriblement et qu'on ne peut pas la soigner. Ça, c'est la blessure de la mortalité qu'on connaît bien. Ça vient travailler notre rapport entre mortalité et immortalité, cette espèce de fascination qu'on a pour les attributs immortels et cette espèce de quête que l'on aurait à trouver l'élixir d'immortalité ou la recette alchimique de la pierre philosophale ou ces choses-là qui nous promettent l'accès à l'absence de la mort. Cette deuxième blessure, dans un sens un peu moins littéral, c'est également la blessure du super-ego. C'est Hercule qui voit les centaures fous arriver dans la cave parce qu'ils ont senti l'odeur du vin et qui, plutôt que de les contenir, de les intégrer, va vouloir les combattre. Ça nous parle aussi de cette blessure. Dans le choix de Chiron de renoncer à son immortalité, il y a une espèce de renoncement. Alors le terme renoncement en français, ce n'est pas nécessairement connoté positivement. En anglais, c'est un petit peu différent. On dirait surrendering. To surrender, c'est baisser les armes. Il y a une notion de relâchement, d'accepter. Pas de renoncement. On laisse tout par terre et on est désespéré, on est dans un statut de victime. Mais to surrender, ça inclut une forme d'acceptation. Accepter et baisser les armes. On est face à quelque chose de plus grand que soi. Cette seconde blessure, elle ne peut pas être guérie. Elle ne peut être que transcendée. Ça, c'est également assez clé et on va y revenir. Je raccommode avec l'histoire de Prométhéeus. Chiron échange donc son immortalité pour la vie de Prométhéeus, pour le libérer de son supplice, de sa torture. Zeus accepte. Prométhéeus, qui donc a donné le feu aux humains et qui a donc franchi cette limite. Encore une fois, on parle de dualité entre les dieux et les hommes, entre le mortel et l'immortel. Ça crée quand même de très grosses conséquences de franchir cette limite ou d'aller la toucher. Chiron, en demandant ça, se sacrifie. Alors on sait qu'il est condamné, mais il n'est pas si condamné que ça en fait. Il préfère mourir. Il ne serait pas mort sinon. Il aurait simplement vécu, tout est relatif, simplement vécu une vie éternelle de tourments. Oh. Il renonce à son immortalité, car à quoi bon vivre éternellement si c'est pour vivre dans la souffrance, si le cycle de la souffrance est infini,
Chose qui est promise à Prométhéeus à ce moment-là. Il est encore sur son rangé en train de se faire manger vivant. Il renonce à l'immortalité si elle doit être faite de souffrance et l'échange contre l'immortalité d'autre chose, de quelqu'un d'autre en l'occurrence. Donc il se sacrifie pour l'apaisement de la mortalité. La mort finalement devient le soulagement. C'est comme ça qu'il transcende sa blessure, puisqu'il ne peut pas la guérir. Il faut juste passer au travers de l'épreuve. Et là, la vie, ce qu'on appelle la guérison, par la transcendance. Ça nous rappelle un tout petit peu l'histoire de Jésus aussi, qui se sacrifie pour l'humanité. Il y a quelque chose de l'ordre de sacrifier ce que l'on a de plus cher dans cet acte-là, à savoir notre vie. Donc, je vous ai dit que Chiron, il apparaît dans les chartes astrologiques. D'abord, Chiron, qu'est-ce que c'est dans le ciel qu'on connaît aujourd'hui? Donc, on a dit qu'effectivement, il apparaissait en constellation. Mais en fait, Chiron, c'est un astéroïde. Ça a été une planète mineure pendant un certain temps, qui a été découverte en 1977. Alors, je ne l'ai pas noté, je vous le dis de mémoire. Mais je crois bien que c'est ça, 1977. Maintenant, il est convenu que c'est une comète. Il a donc perdu son statut de planète mineure. Le pauvre. On en connaît d'autres. Son orbite se situe entre Saturne et Uranus. C'est intéressant, moi, je trouve, parce que il est né de Chronos, qui est donc Saturne. Saturne, c'est la dernière planète du système solaire que l'on peut voir à l'œil nu. Ce qui veut dire que, en fait, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, sur l'échelle de l'humanité, on pouvait voir un certain nombre de planètes, mais que notre compréhension, notre compréhension se limitait à Saturne. On n'allait pas plus loin. Derrière Saturne, il reste Uranus, il reste Neptune, il reste Pluton. Vous m'excuserez, j'inclus Pluton en tant que planète. Je me positionne d'un point de vue astrologique ici, parce que ça a son intérêt dans cette discussion. Donc, pour les gens qui font de l'astrologie traditionnelle, on s'arrête aux lectures de chartes avec Saturne. On ne considère pas les positionnements, ni les transits, ni les dynamiques avec Neptune, avec Uranus ou avec Pluton. Pour la petite histoire, et je trouve ça extrêmement intéressant, puisqu'on parle d'un effet de miroir ici. On utilise l'astrologie, en tout cas moi c'est comme ça que je l'utilise, comme un outil de développement personnel qui nous parle en termes symboliques de notre expérience intérieure propre, en nous racontant une histoire à l'extérieur et dans le très vaste. Le très petit ressemble au très grand, as above, so below. C'est une façon de se raconter de l'intérieur en observant le tout grand qui nous surplombe. Donc si on va chercher le symbolisme tout à l'extérieur pour essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous, qui dirait non à ça? Mais personne ne dirait non à ça. On va donc se dire quand même que jusqu'à une certaine époque, notre compréhension de qui on était à l'intérieur était limitée, puisque tant que nous n'avons pas eu les outils astronomiques pour aller voir au-delà de ce que notre œil nu était capable de voir, il nous manquait des informations. Il nous manquait, comme je l'ai dit, Uranus, Neptune, Pluton. Uranus est arrivé à l'époque de l'électricité. On l'a découverte à l'époque de l'électricité. Uranus, c'est la planète qui représente les moments AA, les moments Eureka. C'est la décharge électrique, c'est le courant, c'est ce qui bouleverse tout. Uranus est un perturbateur. Vous trouvez ça anecdotique que ça a été découvert au moment où on a inventé l'électricité? Je n'ai pas les dates exactes. Je vous le dis de mémoire sur mes cours d'astrologie parce que j'ai trouvé ça fascinant à l'époque. Vous allez peut-être me répondre oui. On trouve ça très anecdotique. Moi, je trouve ça absolument merveilleux. Neptune, on l'a découverte quand on a commencé à parler du subconscient. Est-ce que vous trouvez ça anecdotique? Quand on a commencé à comprendre que les niveaux de la psyché
s'organisait de telle ou telle façon, ou qu'on a commencé à avoir cette conversation. La santé mentale. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur ? Quelles sont les dynamiques ? J'aurais peut-être pas dû dire santé mentale parce que ça, c'est un discours encore plus moderne. Mais comment sommes-nous organisés à l'intérieur ? Quels sont nos niveaux de psyché ? Comment peut-on commencer cette conversation ? Freud, hop, on découvre Neptune. Et Neptune, c'est la planète de la profondeur intérieure, de la psyché, avec tout ce qui va avec. Je ne vais pas rentrer dedans. On fera des épisodes sur l'astrologie aussi, parce que c'est absolument fascinant comme outil de compréhension personnelle et de développement personnel. Si l'on veut se laisser interpeller par la conversation et qu'on est curieux et qu'on veut sentir s'il y a des choses qui vibrent, c'est une narration extraordinaire, l'astrologie. Bon, et donc, on continue à perfectionner nos outils d'astronomie et on découvre Pluton. Et Pluton, on la découvre quand ? Quand on crée la bombe atomique. Pluton, c'est la planète qui correspond au Scorpion, c'est la désintégration, c'est la déflagration, c'est la destruction. Avant le renouveau, c'est la fin du cycle, c'est la mort, c'est la profondeur, c'est le noir, sont toutes les choses qui font peur, qui sont incontrôlables, qui sont plus fortes que nous. C'est quand même incroyable. Absolument incroyable. Donc, on revient sur Chiron. Chiron, notre petite comète, dont l'orbite se situe entre Saturne, donc Chronos, donc son père dans la mythologie, et Uranus, entre le visible et l'invisible. Son symbole, si vous regardez une charte astrologique, ressemble à une petite clé. Alors techniquement, c'est un symbole OK, avec un O et un K. Ça veut dire Object Coral. Object, objet, Coral. Coral, c'est le nom de la personne qui l'a trouvé. Donc bon, ça ressemble à une clé, mais ce n'est pas qu'une clé. Mais ça ressemble à une clé, comme c'est la clé de tes blessures. Le guérisseur blessé, c'est là où se trouve ta blessure fondamentale, mais c'est également là où se trouve ta médecine fondamentale. On rebondit sur cette histoire de dualité avec Chiron. L'un, mais pas sans l'autre. L'un, mais pas sans l'autre. La clé de cette serrure, de ce blocage, de ces challenges, elle est là où se situe le blocage et le challenge. Alors, Chiron se déplace donc dans le ciel et reste dans la même constellation plusieurs années de suite. Ça veut dire que, alors, moi, par exemple, j'ai Chiron en Gémeaux. Je ne suis évidemment pas la seule. Et si vous êtes né entre avril 1984 et juin 1988, nous avons Chiron en Gémeaux. Donc nous sommes un petit groupe étalé sur 4 ans, grosso modo, qui avons notre blessure fondamentale dans le Gémeaux. Le Gémeaux représente la communication, il représente le langage, il représente l'apprentissage, c'est l'archétype de l'étudiant, mais ça c'est étrange parce qu'il se trouve en opposé sur la roue du zodiaque au Sagittaire. Donc on a une belle tension d'énergie là. On a une belle tension d'énergie. Vous pouvez avoir votre Chiron dans un autre signe déjà, dépendamment de quand vous êtes né. Et si vous avez Chiron en Gémeaux, ça ne veut pas dire que vous partagez la même expérience que moi par rapport à mes challenges ou à mes limitations. Pourquoi ? Parce qu'il faudrait aussi regarder, et là si vous ne faites pas d'astrologie, ça ne va pas forcément vous parler, il faudrait regarder dans quelle maison votre Chiron se situe. Et là c'est une autre conversation. Il se trouve, en ce qui me concerne, je vais me prendre en exemple et je vous dis tout, que mon Chiron se trouve en Gémeaux, donc, dans la 3e maison, qui est la maison du Gémeaux. Donc là, on est vraiment dans un truc assez fort. Il se trouve également que mon Chiron en Gémeaux est donc opposé à ma maison du Sagittaire et que ma maison du Sagittaire abrite un stellium de planètes. Donc ça va parler aux gens qui sont dans l'astrologie, encore une fois. Ne quittez pas cet épisode si vous n'y comprenez rien, je vais vous expliquer. J'ai beaucoup de planètes qui vivent dans le signe du Sagittaire, dans la maison du Sagittaire.
et qui sont donc à l'opposé de la roue avec mon chiron en Gémeaux. C'est une dynamique de tension, c'est une dynamique complémentaire, mais un petit peu tendue, parce que justement complémentaire. Alors, bon, je vais aller encore plus loin pour ceux qui font de l'astrologie. J'ai également mon Mercure en Scorpion. Donc vous vous rendez compte qu'au niveau de la communication, ma blessure fondamentale est vraiment là. Je referme ma parenthèse. Pour ceux qui ne font pas d'astrologie, voilà comment moi j'interprète le fait qu'on ait Chiron en Gémeaux, pour ceux qui sont nés entre 1984 et 1988. Regardez bien quel mois, hein. Si vous baladez entre avril 84 et juin 88, regardez exactement le jour pour voir si vous avez votre Chiron en Gémeaux, parce qu'à un moment donné, ça bascule dans ces 2 mois-là. Moi, je me pose des questions. Je me demande comment est-ce que ça s'est articulé dans notre vie de tous les jours, d'avoir cette blessure fondamentale, donc ce Chiron qui apparaît sur nos chartes de naissance, dans la maison de la communication. Moi, je trouve que quand j'étais petite, on ne parlait pas encore des troubles dyslexiques, par exemple, des troubles de l'apprentissage. On était encore très dans un discours qui disait qu'un enfant était intelligent ou n'était pas intelligent. Et il me semble, il faudrait faire des statistiques, hein, mais qu'on a eu la chance de vivre cette transition, et peut-être du coup ce groupe de personnes que nous sommes, à être nés entre 84 et 88, avoir la transition entre un discours très binaire, et encore une fois on revient au discours, à la dualité très binaire, ah bah t'es intelligent ou t'es bête, à un discours beaucoup plus nuancé. Alors, qui n'en était du coup qu'à ses prémices, mais je crois que justement, notre cadeau, ça a été d'avoir été présent dans le système scolaire à l'époque où les mots ont commencé à être posés sur les troubles de l'apprentissage, et qui ne nous disait plus que nous étions stupides, mais qui nous disait que nous étions par exemple dyslexiques, que nous avions un trouble de l'attention. On a commencé à mettre des mots sur les mots. Des mots MOTS sur les mots MAUX. Et c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Maintenant, on est beaucoup plus libre. Enfin, remonter dans le temps, pour ceux qui sont dans mes âges, remonter dans le temps. La parole, c'est quand même terriblement bien libéré. Parler de santé mentale aujourd'hui, ce n'est plus un problème, ce n'est plus un tabou. On a plein de solutions. Alors, ça dépend peut-être de quelle génération vous faites partie. Quand j'avais une conversation avec ma mère, encore une fois, l'autre jour, où je parlais d'un membre de ma famille, et je dirais quand même ce serait bien qu'elle fasse une thérapie. Et ma mère de répondre, ma mère qui a donc 69 ans, de répondre oui, enfin bon, on a quand même largement les capacités mentales de faire ça. Et je crois que c'est sorti tout seul, comme une théorie bien apprise et bien enracinée. Alors que moi, ça ne m'aurait pas traversé l'esprit de dire ça. Et que quand je lui ai dit, effectivement, elle s'est reprise. Je lui ai dit, mais maman, ce n'est pas une question de capacité mentale. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Mais c'est sorti tout seul. On est quand même dans... La génération d'avant a quand même quelque chose de préenregistré dans son système qui peut bouger, qui peut être mis en question et avec lequel on peut converser, mais qui est d'un ordre différent que ce qui est dans mon système à moi, Eugénie, 38 ans. Je trouve que la parole s'est énormément libérée et que on s'améliore d'ailleurs avec nos diagnostics. Alors, j'aime pas le mot diagnostic parce qu'il faudrait le prendre tel que c'est, sans apposer de connotations péjoratives dessus, mais on met des mots sur nos challenges et nos limitations. Et parce qu'on met des mots, et ça on en a parlé dans un épisode précédent, parce qu'on met des mots, on fait exister la chose pour ce qu'elle est. Et donc, on peut la considérer et la voir pour ce qu'elle est. À savoir, c'est pas un problème d'intelligence en fait. C'est pas il n'y a pas ceux qui sont en haut de la hiérarchie et puis ceux qui sont en bas et puis on peut rien y faire. C'est pas du tout cette grille de lecture-là au jour d'aujourd'hui. C'est plus du tout ça. On vient de loin quand même, en si peu de temps. Donc, le challenge pour les gens qui ont le Chiron en Gémeaux, comme nous, de 1984 à 1988, c'est aussi, me semble-t-il, de s'être adapté à la technologie. Alors moi, mon premier ordinateur, je l'ai eu à 14 ans, dans la maison, j'entends. À l'époque, l'Internet venait d'arriver dans mon foyer. Ma mère l'avait eu un peu avant. Ma mère qui
kinésithérapeute libérale et qui a donc dû faire des télétransmissions, ça s'appelait comme ça à l'époque, des télétransmissions, donc elle est passée du papier au numérique avant qu'on ait eu Internet à la maison. Si vous vous souvenez de cette époque bénie, on n'a pas eu Internet en illimité tout de suite, hein. On n'a pas eu la DSL, pour ceux qui se souviennent de ce que c'est, tout de suite. Moi, j'avais un forfait de 16 heures pour commencer, 16 heures par mois, 16 heures d'Internet par mois. Vous vous rendez compte ? Je veux dire, si vous n'avez pas connu ça, mettez-vous à notre place et dans nos chaussures. 14 ans, je rentre dans l'adolescence. Maintenant, il me semble que c'est un peu plus précoce. Mais 14 ans, moi, je rentrais tranquillou dans l'adolescence. J'avais un ordinateur. Je ne savais pas ce que c'était. On n'avait jamais eu d'ordinateur avant. On avait vaguement les Minitel. Et encore, moi, j'en avais pas à la maison. On a ce truc qui s'appelle Internet. C'est évidemment, à l'époque, les prémices de la chose. Donc, c'est beaucoup moins fourni sur Internet. Quand on télécharge de la musique, Spotify, tout ça, ça n'existe évidemment pas. On télécharge ce qu'on appelle des fichiers MIDI. Donc ça fait de la petite musique d'ordinateur, genre avec 2 notes de synthétiseur mal enregistrées. Moi, je trouvais ça extraordinaire. Je me souviens, je m'étais téléchargé les musiques de Zelda, auxquelles je jouais à l'époque. C'était mais de la magie. Ça venait d'arriver. On ne savait pas ce que c'était. Il a fallu complètement appréhender la chose. Un clavier AZERTY. Mais on ne savait pas ce que c'est, on ne savait pas comment taper. Personne m'a appris à taper sur un clavier. Comment on positionne les doigts et les touches, elles servent à quoi ? Moi, je ne me souviens pas avoir ouvert une notice d'utilisation. Incroyable, c'était une expérience absolument unique et on est passé par là. Ceux qui sommes nés d'entre nous entre 1984 et 1988, c'est arrivé pile poil dans notre adolescence. Bouillon d'hormones, apprentissage de la sexualité, découverte du monde extérieur. On a évolué avec cet outil incroyable. On a muté avec cet outil incroyable. Et comme par hasard, on a Chiron en Gémeaux, c'est-à-dire que tout notre système de communication tel qu'on l'a connu et avec lequel on a été élevé a complètement modulé avec nos corps, avec nos envies, avec la sortie de l'enfance et notre entrée dans le monde adulte. Du coup, moi, j'identifie ça à une forme de crise. Bien sûr que ça nous a apporté des choses extraordinaires, mais enfin, c'était quand même hyper impressionnant, vous ne trouvez pas ? Il y a une forme de blessure là-dedans, une forme de... On a dû transcender la chose, on nous a mis ça dans nos environnements et on a dû tout apprendre. Vous vous souvenez les room chats, quand on allait parler avec des gens sur ces sites, avec toutes les conversations qui se mélangeaient, et puis les prémices avec AOL, des messengers et tout ça. Enfin, incroyable, notre communication a été complètement bouleversée. Alors, peut-être qu'effectivement, avoir Chiron en Gémeaux, c'est aussi avoir des challenges au niveau de la communication orale de façon tout à fait primaire. Moi, je vais chercher un peu plus loin parce que je trouve que quand même, on est tombé dans une époque fascinante. Quand on était ado et que l'Internet et le monde numérique nous est tombé dessus. Mais ça peut être à prendre au pied de la lettre aussi, hein, des problèmes de communication, des problèmes avec l'apprentissage, être humilié à l'école, avoir du mal à parler à ses pairs, feeling intellectually inferior, se sentir intellectuellement inférieur. Moi, je me suis sentie bête, mais après, bon... c'était pas tellement l'école parce que je faisais partie, voilà, j'étais pas dans les 3 premiers, mais je m'en sortais bien. Du coup, j'ai jamais vraiment été titillée par rapport à ça, mais je détestais participer. On se moquait de moi quand je participais. Dans ma cellule familiale, c'était une catastrophe, tant et si bien que au bout d'un moment, je pouvais plus ouvrir la bouche sans qu'on se moque de moi, sans qu'on ait quelque chose à dire, sans qu'on m'humilie devant le reste du cercle familial, tant et si bien que j'ai fini par me taire. Peut-être autour de mes 12-13 ans, justement, entrée dans l'adolescence, je suis rentrée dans un mutisme avec ma famille et c'est quelque chose qui me poursuit encore aujourd'hui. C'est-à-dire que... Bon, mais j'y travaille. Hein. La preuve, on va y revenir. Je fais un podcast. Non, mais vous vous rendez pas compte d'où je viens de très très loin. Hein. Vous vous rendez pas compte d'où j'arrive. Je me retrouve dans une situation où le groupe dans lequel je devrais me sentir le plus en sécurité, ma cellule familiale, me met en position de rejet et d'humiliation à chaque fois que j'ouvre la bouche. Donc, qu'est-ce que je fais ? J'arrête d'ouvrir la bouche, je ne dis plus rien. À l'école, un peu pareil, je me sens maladroite, j'ai l'impression de ne pas utiliser les bons mots, j'ai l'impression de... Et puis quand on me parle, riche de cette expérience où je suis pétrifiée d'ouvrir la bouche dans mon cercle intime, où je devrais me sentir le plus à l'aise, qu'est-ce qui m'arrive quand je suis dans un cercle pas intime, avec des gens que je ne connais pas, et en nombre ?
je suis pétrifiée. J'en ai plein la tête, je sais pas quel mot choisir, j'ai des sueurs froides, je ne bégaye pas, mais ça sort pas très bien, c'est pas vraiment dans l'ordre, je perds mes moyens. Du coup, je n'entretiens pas ma communication non plus dans le cercle scolaire ou avec que quelques amis. J'ai la chance tous les ans d'avoir 1 ou 2 potes à l'école. Jusqu'à la fin du collège. À la fin du collège, ça change complètement pour moi parce que je trouve un groupe d'amis, un groupe de geeks avec qui ça se passe très bien. Et là, je passe les meilleures années sociales de ma vie. Mais jusque-là, ça va pas. Donc, je me mets dans un contexte où finalement, je communique par la chorale déjà, qui est une histoire de rencontre aléatoire. Je vais au conservatoire à 6 ans, on m'inscrit à la musique et au solfège. Et en fait, quand on t'inscrit à la musique et au solfège, tu as le droit à la chorale gratuitement. Donc j'y vais, mais sans plus. J'y vais parce que c'est gratuit, ma mère me dit d'y aller. Et en fait, j'ai jamais arrêté de chanter après ça. Donc finalement, je n'ouvre ma bouche et je ne fais sortir mes mots que dans des contextes de mise en scène. Je fais ça avec la chorale, avec des paroles préfaites sur des mélodies préécrites. Faut pas quand même que j'ai trop de liberté parce que sinon je perds mes moyens. Et puis je fais ça au théâtre. Encore une fois, il y a un script, on le lit, on le joue, donc je singe ce que devrait être ma réalité, je me mets dans un contexte de représentation pour pouvoir l'exprimer, mais ne pas en souffrir, parce que dans l'intime, ça passe pas sans châtiment, quoi. Voilà, donc ça me cause des troubles dans la communication publique, évidemment. Je me mets aussi à douter de ma propre perception. Et ça, c'est super vicieux, puisque je bloque complètement quand c'est le moment de parler, quand je devrais exprimer une opinion, partager quelque chose, rebondir, me sentir sur un pied d'égalité. En fait, comme tout s'arrête et tout se mélange, je doute. Je sais plus trop bien si ça fonctionne dans ma tête. Je sais pas très bien si j'ai le vocabulaire. Je sais pas très bien si... Et du coup, je m'autocritique à un point qui fait que je suis encore obligée d'y travailler aujourd'hui. Les pensées obsessionnelles qui tournent en rond, desquelles je ne peux pas me sortir, parce que je retombe dans des schémas, parce que je ressens des choses que je ressentais déjà petite en étant confrontée à certaines choses et que ça me fait revivre sans cesse les mêmes histoires. Donc j'essaye de me sortir de ça, et la façon de transcender ce challenge qui est ancré en ce qui me concerne dans la communication. Donc ça, quand on regarde ma charte et qu'on m'entend parler, on comprend que que la blessure est sur le papier comme dans mon être. C'est vraiment, je me sens totalement en résonance avec ce que je peux voir sur ma charte à ce niveau-là. D'autant plus que dans la maison du Gémeaux, ça peut aussi être une blessure avec ses frères et sœurs, et que j'en ai une. Et une grosse, et on pourra en parler dans un prochain épisode. Donc pour transcender ça, donc on peut se cacher et ne pas se confronter à. Et moi, j'ai pas fait ça, et ça, je me suis auto-piégée parce que ce qui m'est arrivé, c'est que, vous le savez, à 26 ans, je travaille dans l'animation et on me propose une place en Angleterre, dans les studios Hardman. Et je pars en Angleterre. Et là, je n'ai aucune idée que ça va exploser mon cerveau et ma psyché et mon rapport à la communication. Partir dans un pays étranger où tu baragouines la langue parce que t'as fait tes études, donc t'as quand même les bonnes bases, mais il va falloir que tu maîtrises la langue. Pour quelqu'un qui a son chiron en Gémeaux, waha! Pour quelqu'un qui a peur de parler en public, waha! Pour quelqu'un qui s'en veut de ne pas savoir parler en public et qui se sent mis à l'écart, ostracisé, comme Chiron, the outcast. Parce que justement, la communication, c'est un challenge. Oh Eugénie, je sais pas comment je l'ai pas senti venir. Ou alors peut-être je l'ai senti venir, mais j'ai senti l'appel de l'aventure et je me suis dit, vas-y meuf, va transcender ton traumatisme intérieur. Va te mettre dans un pays où les gens ne comprendront pas, où tu les comprendras pas et où toute ta problématique, ça va être d'arriver à te faire comprendre dans un langage qui n'est pas ton langage maternel. Quelle bonne idée, Eugénie. Et c'était effectivement une super bonne idée. J'ai extrêmement souffert pendant 1 an et demi. Et toutes les opportunités sociales dans un pub où il y avait du monde, non seulement ça me trigger, ça me déclenchait l'angoisse et le challenge, mais parce que j'étais dans le groupe, mais également c'était plus compliqué parce qu'il y avait du bruit autour.
Donc il y avait le brouhaha qui faisait que déjà j'en avais plein la tête, parce que ce qui se passait dans moi, j'en avais plein les oreilles parce que j'étais en réception d'un langage que je ne comprenais qu'à moitié. J'en avais d'autant plus plein la tête que j'étais dans l'analyse du langage que je comprenais qu'à moitié, et puis il fallait que ça sorte. Et puis tout autour de ça, il y avait plein de gens qui communiquaient aussi avec leurs accents, avec leur ton. J'ai eu le cerveau cuit, mais cuit pendant 1 an et demi. Je rentrais chaque soir chez moi, épuisée, en me disant que je n'allais absolument jamais y arriver. Et en plus, qu'est-ce que je me suis mis sur le dos quand j'ai vu que le travail, ça fonctionnait pas ? Qu'est-ce qu'elle a fait, Eugénie ? Eh ben, elle est encore plus sortie de sa zone de confort. Elle est allée étudier. Donc là, je me suis mis bien dans mon axe Gémeaux-Sagittaire dont je parlais tout à l'heure, l'élève et le maître. Et je suis allée étudier dans une langue dans laquelle j'étais absolument pas bilingue. Tant et si bien qu'à la fin de mes études, une de mes professeurs m'a dit « Eugénie, tu reviens quand même de très très loin parce que quand tu as commencé, on n'était pas sûr que tu allais pouvoir t'en sortir. » Et oui, quand j'ai passé mon diplôme, j'ai écrit 3 essais en anatomie, en physiologie et en pathologie, puisque j'ai fait des études de massage-thérapie en Angleterre. Pour commencer, parce qu'après, je ne me suis pas arrêtée. Ah oui, parce que quand on a la blessure dans le Gémeaux, on continue à apprendre, puisqu'on a toujours l'impression que c'est jamais suffisant, qu'on n'est jamais intelligent, que le puits, il n'est jamais rempli, dit-elle dans son podcast de Wishing Well, que c'est jamais assez, c'est le syndrome de l'étudiant. Je n'ai jamais arrêté d'étudier, jamais. C'est pour ça que si vous connaissez ou vous connaissiez toutes les étapes par lesquelles je suis passée dans ma vie, je n'ai que 38 ans, mais tu as l'impression que j'ai vécu 15 vies, quoi. Alors on peut s'en émerveiller, mais ça vient aussi avec sa part d'ombre. Là, par exemple, et on y reviendra dans un prochain épisode parce que je fais une petite introduction à la blessure primaire avec l'archétype de Chiron, mais d'ici pas longtemps, je vais quand même vous expliquer ce qui m'est arrivé depuis février et où j'en suis aujourd'hui. Je vais faire un épisode un peu plus personnel. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que je fais déjà ? Qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai fait ma reconversion professionnelle ? Je suis allée me confronter à ma blessure fondamentale de la communication, du langage, de l'échange, en apprenant une discipline où on n'en avait pas besoin. Où, en gros, à part petite exception, en fait, on se tait pendant le massage. Il n'y a pas d'échange verbal. Je suis allée chercher un autre style de communication pour apaiser mon système nerveux par rapport à cette demande infernale qu'était de parler une langue étrangère, en plus de tout maîtriser, tous les aspects de la vie, puisqu'il fallait louer son appartement, régler ses factures, régler ses problèmes de chauffe-eau, emmener les animaux chez le vétérinaire, passer des coups de fil, envoyer des emails, dans le cadre du travail, dans le cadre personnel également. Il fallait continuer à faire la vie aussi bien qu'en parlant français, en fait, parce que voilà, la vie continue à avancer. Je suis allée chercher dans le travail le repos par rapport à ça, l'opposé de ça. Quand on tourne le bouton en off, qu'est-ce qu'il y a ? Le massage, ça m'a apporté ça. La première fois que j'ai posé mes mains sur quelqu'un, tout s'est calmé dans ma tête. Tout a fait... Ce que je donnais à la personne, cet espace de détente, cet espace de déconnexion, cet espace de silence, cet espace où rien n'était attendu, de cette personne, j'entends, je me le donnais à moi aussi, au même moment. Très, très gros effet de miroir. Et j'ai transcendé d'autres trucs, parce que ma mère était kiné, je voulais pas faire le même travail qu'elle. Elle avait toujours dit qu'elle voulait pas que je fasse le même travail qu'elle parce que c'était trop dur. Donc tout ce qui était... en plus, j'avais un problème avec le toucher, on l'a vu dans un autre épisode. Parce que j'ai subi des violences physiques quand j'étais petite. C'est quelque chose sur lequel je travaille encore aujourd'hui, mais que le massage m'a beaucoup, avec lequel le massage m'a beaucoup aidé. Parce que je suis partie de ma blessure fondamentale, je l'ai transcendée et maintenant je donne la médecine qui correspond à ma blessure fondamentale parce que j'ai développé des outils de compréhension autour de ce que serait un processus de guérison, sachant que je ne serai jamais guérie, mais que le mieux qu'on puisse faire, c'est de partager les outils de guérison pour arriver à un espace de paix et d'intégration et de transcendance. Donc ça, j'ai fait ça avec le massage. Le massage, ça a vraiment englobé Eugénie, enfant qui subit des violences physiques, à l'opposé de Eugénie, adulte, qui donne du bon, du doux, apaise le système nerveux avec des échanges physiques, donc en l'occurrence le toucher, le massage.
Ça a mis en parallèle Eugénie, l'enfant qui a une relation conflictuelle avec sa mère, avec Eugénie, la femme qui s'est réconciliée avec sa mère. D'ailleurs, je me suis réconciliée avec ma mère. Je suis arrivée, je suis venue m'installer à 4 minutes à pied de chez ma mère. On en parlera dans un prochain épisode, mais je fais le même métier que ma mère. Et c'est en allant voir mes zones d'ombre que j'ai découvert le massage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je cherchais désespérément quel allait être mon prochain métier. Qu'est-ce que t'aimes, Eugénie ? Qu'est-ce que tu veux faire ? J'ai essayé plein de trucs, plein d'ateliers, plein de trucs, plein de machins. Et un jour, je me suis dit, Eugénie va faire le truc le plus inconfortable que tu connaisses. C'est quoi ? C'est toucher les gens. Bon, on va faire un stage de massage. Allez, un samedi, un dimanche. Le dimanche soir, j'étais inscrite dans la formation de massage. Tellement j'avais aimé ça. Je suis allée dans la zone d'ombre. Je me suis jetée dedans la tête la première. C'était tout ce que je voulais pas faire, toucher les gens. Ma mère, elle faisait ça. En plus, elle a fait un burn-out, un truc de fou qui l'a rendue malade pendant des années. Enfin, c'était le poison. Et j'ai fait une tête dedans. Et ça a été ma médecine. Dans la dualité, encore une fois, la dualité. J'ai donc commencé par ça. Ensuite, je suis revenue, j'ai fait d'autres choses. J'ai monté un cercle de femmes maman-bébé où on chantait ensemble. J'ai continué la chorale de mon côté, mais j'ai également créé un cercle dans ma communauté où je disais haut et fort, mesdames, jeunes mamans, qui êtes épuisées, qui êtes en train de faire un changement identitaire énorme, venez chanter. On va utiliser nos voix pour passer au travers d'eux, pour transcender cette période charnière. Ensuite, je suis revenue en France. Qu'est-ce qui s'est passé ? On m'a demandé de donner des cours d'anglais. Oula, et ça continue avec la communication. Donc là, qu'est-ce que je fais ? Je donne tous les outils que j'ai, tous les apprentissages que j'ai, et j'en ai pas mal. Alors après, ça pose des questions de légitimité. On est encore venu me gratter le week-end dernier à la kermesse de l'école en me demandant en quoi j'étais légitime à donner des cours d'anglais. J'ai des réponses à ça, mais je me rends compte, et vous le savez parce que vous savez que souvent j'ai du mal à trouver mes mots en français, parce que je ne les connais que en anglais, que de ces années en Angleterre, ces 10 ans que j'ai passé en Angleterre entre 2012 et 2022, où j'ai étudié, où j'ai travaillé, où je suis devenue bilingue, j'ai appris la majorité de mon vocabulaire naturel, les animaux, les arbres, les fleurs, les éléments, de développement personnel, parce qu'ils sont 15 ans en avance par rapport à nous. Donc j'ai lu des livres, j'ai entendu des conférences incroyables, j'ai échangé dans des cercles incroyables. J'ai du vocabulaire que j'aurais du mal à trouver en français aujourd'hui pour parler, pour animer la conversation de qui sommes-nous, où allons-nous, quelles sont nos forces, quels sont nos pouvoirs, comment guérissons-nous, quelles sont les étapes, quelle est l'aventure intérieure en fait. Tout ça, je l'ai en vocabulaire anglais. Et c'est au-delà du pratique, bien sûr que je peux vous donner des cours d'anglais, chose que je fais avec des ados pour vous apprendre à parler anglais. Mais en fait, c'est pas ça que je fais. Je vous apprends à accéder à vous grâce à l'anglais, grâce à l'avance qu'ils ont dans leur compréhension du développement personnel et avec les outils qu'ils ont. Grâce au fait que l'anglais vous ouvre absolument toutes les portes de la liberté, vous pouvez aller n'importe où dans le monde. Vous pouvez communiquer avec n'importe qui. C'est la langue à connaître. Vous pouvez aller lire tous les livres. Vous avez un problème, tapez votre question sur Google en anglais. Pas en français, tapez-la en anglais. Vous allez trouver toutes les solutions du monde de la Terre. C'est une clé incroyable. Et aujourd'hui, je vous la donne. Et je suis passée par là, moi, la personne qui avait du mal à parler, moi, la mutique, qui ne parlait que en cours de chant ou que en cours de théâtre ou que avec une copine à la fois, qui devenait un nuage de brouillard envahi de zébrures à chaque fois qu'on lui adressait la parole dans un groupe où il y avait plus de 2 personnes, ou dans le cadre de la famille, ou même qu'un adulte. Et aujourd'hui, ça m'arrive encore. Un adulte, je suis adulte, mais un adulte plus âgé que moi qui m'adresse la parole, waouh! Si je suis un peu fatiguée, si je suis un peu déstabilisée, ça va pas être simple. Ça va pas être simple. Le cadeau qui vient donc avec cette blessure du Chiron en Gémeaux, c'est d'aider les autres à trouver leur voie. Parce que c'est ce qui m'est arrivé. Je suis allée en quête de ma voie, avec un X. Mais bon, c'est le même mot, ça se dit pareil. Donc ça peut être aussi avec un E. C'est la capacité aussi à synthétiser des choses complexes par lesquelles je suis passée. Moi, je vous les prémâche et je vous les donne. Je vous les donne en version abrégée, en version
compréhensible. C'est-à-dire que je me suis aussi longtemps sentie très mal à l'aise avec le fait que j'étais une créature hybride entre les deux cultures, entre les deux langages. Je trouve pas toujours mes mots de français, je trouve pas toujours mes mots d'anglais. J'ai des formations d'anglais en français, des formulations, d'anglais en français que je traduis littéralement et du coup ça passe pas et c'est bizarre et vice versa. Ah, c'est chaud d'admettre ça. Je vous dis des bêtises des fois dans le podcast. Je fais un podcast. J'ai investi de l'argent pour m'acheter un micro pour faire un podcast, pour faire des pistes son, pour les mettre à la face du monde. Mais d'où ça sort quand on a un Chiron en Gémeaux, quoi? C'est vraiment, si ça c'est pas de la transcendance les mecs, je sais pas où ça se situe. Je suis passionnée par les histoires. Et il y a une amie à moi qui me disait il y a pas longtemps, Lucille de La Plume. Oh, je connais pas le nom de ton podcast, Lucille, je le connais pas par cœur. L'Oreille et la Plume. L'Oreille et la Plume. Je vous mets son lien en bas. Une amie qui me disait mais toi, moi j'adore t'écouter parce que tu racontes des histoires. Et oui, je raconte des histoires. J'ai fait de ma narration intérieure toute pelote de laine une histoire, je déroule quelque chose de l'ordre du récit. Les récits me fascinent, les vieilles histoires folkloriques, notamment anglaises, écossaises, me fascinent. Vous l'avez vu dans d'autres épisodes, les symbolismes me fascinent. J'aime tisser du lien, trouver du sens dans la façon dont on dit les choses et dont on les voit et dont on les exprime, quel que soit l'endroit où on est en fait, et la culture à laquelle on appartienne. Ça me fascine. Donc il y a quelque chose pour transcender le Chiron en Gémeaux, écrit, raconte des histoires, soit un storyteller. C'est aussi de l'ordre du coaching, de l'ordre du professorat. Moi, j'ai un côté très professeur. Je m'entends très bien avec les enfants. Ça passe très bien avec les enfants, je les attire. Là, je l'ai vu encore à la kermesse. Et c'est pas parce que je porte l'archétype de la mère. Je ne porte pas l'archétype de la mère, même si je suis maman et c'est une conversation un peu plus vaste. Mais je porte l'archétype du professeur. Et ça, les enfants, ils le reconnaissent. Ils se disent « Ah, ici, cadre, enseignement, on y va ». Ils disent pas « Elle est belle, elle est gentille », même si elle est belle et gentille. Mais ils se disent « Ah, voilà Mary Poppins ». C'est ça qu'ils se disent. Vous avez revu Mary Poppins il n'y a pas très longtemps parce qu'elle est sévère. Elle n'est pas gentille tout le long du film, Mary Poppins. Le cadre. Bon, eh ben, moi, j'ai dû mettre ce cadre en place aussi pour gérer le chaos qui vit dans ma tête. Il a fallu faire quelque chose de vertueux et faire quelque chose d'équilibré, tu vois. Je suis donc allée chercher l'opposé. Ok, c'est le bordel dans ma tête. Il n'y a rien qui se met en place. Il n'y a pas de case, il n'y a pas de tiroir. Va acheter des tiroirs spirituels. Et d'où l'utilité de toutes les lectures, l'utilité que je trouve à toutes mes lectures, tous mes apprentissages. Et alors après, il ne faut pas tomber dans l'excès, il ne faut pas toujours être l'étudiant, il faut aussi incarner le professeur à un moment donné. C'est bien pour ça que le Gémeaux, gouverné par Mercure, est à l'opposé du Sagittaire, gouverné par Jupiter. À un moment donné, tu navigues entre les deux, mais il ne faut pas rester bloqué dans l'un ou dans l'autre. N'être que le professeur qui ne renouvelle jamais ses apprentissages et ses compréhensions et qui devient du coup cet être tyrannique, rigide dans ses croyances, ou n'être que sans cesse ce Peter Pan qui est là, cet être, ce Mercure avec ses ailes aux pieds, qui est toujours à naviguer entre les deux mondes et qui finalement ne s'arrête jamais pour poser dans le réel, dans le concret, ce qui a été appris. Il faut naviguer entre les deux espaces, mais ne pas rester coincé dans l'un ou dans l'autre. Donc voilà, moi j'ai trouvé mon espace d'articulation, il est en train de se faire encore, et je vais terminer là-dessus. Voilà ce que je peux vous dire sur là où j'en suis aujourd'hui, moi en tant qu'individu. J'ai déménagé en février. J'étais déjà en France, j'étais déjà rentrée en France, mais j'étais en région lyonnaise. J'ai rompu. Et je suis venue habiter ici en Vendée. C'était un choix. Je voulais me rapprocher de ma mère, je voulais me rapprocher de la mer, je voulais me rapprocher d'un endroit que je connaissais déjà. Je voulais cet endroit. Et j'étais mal en point. J'étais très mal en point. Mais tout ça pour vous dire que c'est alors que j'étais mal en point, roulée en boule, à pleurer tout le temps, que l'idée du podcast m'est venue. Ça faisait longtemps que je voulais le faire et j'avais cette envie, mais j'avais cette peur aussi puissante que cette envie. Et l'univers a mis sur ma route Julien de Juno Audio, je vous mets le lien, qui à l'époque faisait des formations podcast, mais en direct, sur Zoom.
Et moi, à ce moment-là, j'avais pas l'énergie mentale. Et puis, je venais de déménager. Je pouvais pas tenir... et si tu as subi une expérience similaire à la mienne, tu sais de quoi je parle. Je pouvais pas tenir 8 heures derrière un écran, à écouter, à faire des exercices, à me mettre en communication. C'était beaucoup trop. Beaucoup trop. Je ne pouvais pas le faire. J'ai donc souhaité très, très fort de trouver une formation podcast en ligne que je pouvais faire à mon rythme. Et Julien l'a faite. Quelques semaines plus tard, il nous a donc annoncé, en tout cas à l'auditoire, qu'il avait fait une formation en ligne pour sortir son podcast. Et donc, je me suis jetée dessus. J'étais la première prévente. Il nous a annoncé qu'il l'a fait. Il nous a annoncé qu'il allait la faire et qu'il lançait les préventes. J'ai donc inauguré les préventes. J'ai acheté ma formation et j'ai attendu qu'elle sorte. Et quand elle est sortie, je l'ai faite. 1 heure par jour, pas plus, parce que je ne pouvais pas donner plus. Et puis, je me suis cadrée à mon rythme. Je ne me suis pas fait violence, mais je me suis disciplinée. Et j'ai sorti mon podcast le jour où j'ai dit que j'allais le sortir. Et depuis, je sors un épisode par semaine. Et j'en suis extrêmement fière. Et ça doit être ma 11e intervention, cet épisode, je crois. Déjà, ça passe vite. Et toutes les semaines, je suis au rendez-vous. Avec un sujet qui me passionne, qui me concerne. Et j'espère que ça va durer encore longtemps. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez vous aussi lancer un podcast, je vous mets le lien de Julien, de Juno Audio dans les commentaires. Vous le contactez pour la formation podcast, vous lui dites que vous venez de ma part. Vous lui dites que vous venez de ma part. Parce que du coup, ça me permettra de me faire une petite commission. Je fais pas ça pour l'argent, je fais ça parce que j'ai fait la formation et que si vous souffrez de la même blessure que moi, mais que vous avez envie de la transcender et que vous voulez sortir votre podcast, même si vous savez pas de quoi vous allez parler, même si vous vous trouvez pas légitime, même si vous bégayez, même si vous vous trouvez bête, mais que quand même vous voulez le faire, je l'ai faite pour vous la formation et je peux vous dire que ça marche. Donc je vous envoie là-bas, c'est un terrain sûr et je fais ce que je dois faire pour transcender ma propre blessure, à savoir, je vous donne les outils que moi j'ai utilisés pour. Ok ? Et c'est votre regard quand vous vous retournerez vers moi pour dire oh, « Mais oui, qui me guérira ?» Parce que c'est aussi l'archétype de l'élève doit dépasser le maître. Je vous donne les outils, mais c'est pour que vous continuiez la route et vous êtes la génération suivante. Et un jour, vous allez me dépasser. C'est pas une idée d'hiérarchie, tout ça c'est symbolique, mais juste vous allez de l'avant et précédez-moi sur le chemin avec l'outil que je vous donne. C'est dans l'ordre des choses. Donc, vous allez là-bas, vous lui dites que vous venez de ma part et je me fais une commission et vous faites votre podcast et tout le monde est super content et Julien, il est super content aussi. Voilà. Et aussi pour finir sur le fait que quand vous transcendez votre blessure, il vous arrive vraiment de belles choses. Pas juste parce que vous la transcendez, mais parce que vous rentrez dans une dynamique où vous dites à l'univers « Je veux la vie, en fait. Je veux la paix, je veux la vie, je veux pas souffrir éternellement comme Chiron qui s'est pris sa flèche et parce qu'il est immortel, il va souffrir, il va souffrir. Non, je lâche prise, j'accepte mon destin. J'accepte mon destin et j'y vais. Chiron, il demande à Zeus, prends mon immortalité et donne-la à Prométhée, libère-le. Chose que Zeus fait, il tient sa parole quand même. Allez de l'avant, votre vie vous attend, votre médecine vous attend. Prenez les outils qu'on vous donne. C'est pour ça aussi que je pense qu'on est dans une période où il y a beaucoup de coachs, il y a beaucoup de coaching, on est en train de repenser notre rapport à la santé mentale. On est en train de se rendre compte que c'est un système multiple où psychologue, psychiatre, oui, mais également coach et également coach spirituel. C'est-à-dire que comprendre là d'où on vient, oui, comprendre là où on en est et se débloquer également. Et comprendre là où on va et s'aider d'outils dans l'invisible, c'est la trilogie, c'est le triptyque sacré. Donc, lancez-vous les gars. Voilà, j'espère que cet épisode vous a inspiré. J'espère que vous allez aller voir sur votre charte où se trouve votre chiron. Si vous ne faites pas d'astrologie, contactez un ou une astrologue. Vous en connaissez probablement dans votre entourage. Moi, je peux vous conseiller 2 super personnes. Vous avez ma super amie Marilyn, que je vous mets les détails encore dans les commentaires. Et vous avez Elisa de Astroway, qui vient de sortir. C'est pour ça que je vous fais l'épisode sur Chiron aussi. J'étais en train de me dire, ah oui, mais je vais être obligée de parler de mon histoire, je me sens un peu vulnérable et tout. Et bam, elle sort un post sur Chiron. Voilà, donc j'ai pris ça comme un signe, parce que les synchronicités, elles sont là pour nous faire avancer et nous dire quelque chose, nous faire saisir notre avenir et notre destin avec confiance.
Et je me suis dit, bon, Chiron, ça sort aujourd'hui. Je vous mets les liens de ces 2 astrologues en ligne et contactez-les, regardez leur contenu. Sinon, vous faites une petite recherche Internet, parce que Google, c'est tout. Mais bon, connectez-vous avec un être humain, vous savez jamais où ça va vous mener. Voilà, je vous embrasse fort. Je crois qu'on a fait le tour. On parlera encore d'astrologie dans un épisode à venir, parce que décidément, c'est merveilleux. Et je vous dis à bientôt. Lots of love. Bye. Si cet épisode t'a plu, tu peux t'abonner, partager, me laisser un avis, un commentaire, une super note ou tout plein d'étoiles. Tu peux également me suivre sur mon Instagram, Eugénie_couture, ou m'envoyer un mail sur hello.eugenie@gmail.com. I hope to see you next week. Lots of love.